Bonsoir. Merci de me rejoindre pour ce nouveau live. Un live qui promet d'être hyper intéressant. Donc, merci d'être présente. Bonsoir Élise. Bonsoir à toutes. Alors ce soir, je reçois Coralie Béguin. Donc si vous ne la connaissez pas, elle est naturopathe comme moi. Et Coralie est spécialisée dans les troubles digestifs. Donc elle a effectivement un compte Instagram, elle a aussi une chaîne YouTube avec plus de 100 000 abonnés, donc elle dispense énormément de conseils, de vidéos et elle a également créé un programme de formation pour les pros. Et ce soir, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de femmes, à savoir les troubles digestifs et le lien avec les problématiques hormonales. Puisqu'effectivement, des fois, on ne fait pas forcément le lien entre les deux, mais il y en a un qui est en plus de plus en plus documenté, puisque la recherche avance aussi sur ce sujet. Donc, on va vous parler de tout ça. Ce soir, il y avait une petite boîte à questions aussi que j'avais mis. Et donc, j'ai pris également connaissance de vos questions. Et donc, avec Coralie, eh bien, on va vous répondre. Donc, je pense que Coralie est connectée. Donc, Coralie, n'hésite pas à m'envoyer la petite notif pour que je puisse t'inviter à démarrer ce live. Voilà. En tout cas, merci parce que vous êtes nombreuses et ça fait plaisir. On a plein de choses à partager avec vous. Hello Coralie! Salut Céline, ça va? Ça va et toi? Écoute, très en forme pour ce live. Je suis très contente de te retrouver ce soir. Bah écoute, moi aussi, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Alors, faut qu'on vous le dise, hein, mais Coralie et moi, on est amies dans la vie. Et on se voit pas forcément très souvent, mais on partage beaucoup sur effectivement nos approches respectives. Donc, je suis ravie qu'elle ait pu nous rejoindre ce soir. Par contre, j'ai l'impression qu'on a un petit problème technique puisque l'image est figée. Alors, mince. Peut-être que Coralie va revenir. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un petit souci technique. On va attendre qu'elle revienne. Voilà, elle s'est déconnectée. Elle va revenir. Bonsoir à toutes. Oui, on a hâte de démarrer. Coralie revient dans une seconde. Voilà, hop. Petit problème technique. Ça arrive. Hein. Excuse-moi, Céline. C'est pas grave, il y a un petit souci technique. C'est pas très grave. Bon. Eh bien, écoute, bienvenue encore une fois. Ravie de t'accueillir pour ce live. Comme je disais, nous, on est amis dans la vie. On ne se voit pas forcément très souvent, mais on partage souvent beaucoup de choses sur nos pratiques respectives. Et on s'était rendu compte effectivement de ce lien évident entre les troubles digestifs, les problématiques hormonales, un sujet qui est de plus en plus documenté aussi. Donc, avant qu'on se lance un petit peu dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Ouais, avec plaisir. Déjà, merci Céline de me recevoir. Je suis vraiment hyper contente qu'on fasse ce live. Je pense que c'est un live qui est énormément attendu, donc je te remercie beaucoup. Pour ma part, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, alors, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'hommes qui regardent le live ce soir, mais je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs, donc j'accompagne toutes les personnes qui ont des problématiques de digestion, colopathie, intestin irritable, maladie inflammatoire du côlon, et tout ce qui concerne aussi les troubles de l'estomac, gastrite, ulcère, remontée acide, enfin, voilà, quand ça passe pas au niveau du tube digestif. Donc moi, je suis passionnée par tout ça. Et je suis également aussi youtubeuse. Donc j'ai une chaîne aujourd'hui qui a plus de 100 000 abonnés. J'ai reçu le trophée aujourd'hui. Et donc du coup, voilà. Donc je suis vraiment contente de faire ce live. Et puis, comme c'est nous qui est spécialisée dans les troubles féminins, moi je suis spécialisée dans les troubles digestifs et c'est vraiment quelque chose qui me passionne au quotidien et je forme aussi des naturopathes. Et après, j'ai différents types de programmes en ligne et j'accompagne aussi en consultation. Alors, juste peut-être Céline, avant qu'on commence le live, peut-être que tu te représentes aussi parce qu'il doit y avoir aussi des abonnés de mon compte, que ce soit bien clair ce que tu fais, qui tu es. Oui, oui, bien sûr, tu fais bien. Donc, effectivement, moi, je m'appelle Céline Ovette, je suis praticienne naturopathe, consultante en nutrition, je suis aussi conseillère en aromathérapie. Je suis spécialisée dans le bien-être féminin et les problématiques hormonales.
Et donc, j'accompagne les femmes qui ont des problématiques avec les sujets du cycle menstruel, les règles douloureuses, abondantes, l'endométriose, le SOPK et la ménopause. Je suis également auteure donc, du livre Accompagner votre SOPK au naturel, qui est paru donc, en février dernier aux éditions Jouvence. Voilà, merci. Et moi aussi, j'ai des programmes en ligne, des programmes de coaching. Alors, notamment, j'ai un programme donc SOPK que j'ai créé il y a déjà 2 ans, qui est aussi à l'origine de la création du livre, et un programme Power Ménopause, donc pour accompagner les femmes sur le sujet de la préménopause et de la ménopause, puisque c'est une période qui peut être parfois un petit peu difficile à vivre et pour laquelle en tout cas, il y a assez peu de réponses d'un point de vue allopathique. Donc voilà, et donc moi aussi, ravie qu'on puisse faire ce live ensemble. Donc, les présentations étant faites, Coralie, est-ce que tu peux nous dire en introduction un petit peu, est-ce que tu remarques, toi, dans ta pratique, si les troubles digestifs concernent plus les femmes que les hommes, et surtout, quelles sont les problématiques principales que tu rencontres au niveau des troubles digestifs? Alors, aujourd'hui, je vais pas te mentir, je suis consultée par 97% des femmes. Alors, est-ce que les hommes sont concernés par des problématiques de digestion? Je vais dire oui. Par contre, ils sont beaucoup moins dans l'action, dans le mouvement de consulter. Pour eux, c'est pas grave d'avoir des désordres digestifs, alors que nous, les femmes, on va prendre plus soin de notre santé, donc on va plus consulter un naturopathe, un thérapeute, un psychologue, un hypnothérapeute, peu importe, mais en tout cas, on va plus faire cette action. Donc aujourd'hui, j'accompagne plutôt des femmes à 97%. J'accompagne de temps en temps des hommes, mais ça reste quand même très, très minoritaire. Je veux dire, voilà, 2 à 3% au niveau de la consultation. Dans les problématiques aujourd'hui que je rencontre le plus, on va avoir tout ce qui va être ballonnement, ventre gonflé chez les femmes, notamment cette sensation de je mange, je me retrouve à ballonner soit tout de suite après avoir mangé, soit 2, 3 heures après, j'ai le ventre qui gonfle, impossible de mettre un jean, je dois m'habiller en fonction de comment je vais être au niveau du ventre. Donc ça, c'est des problématiques qui sont très, très récurrentes. Tout ce qui va être également aussi intestin irritable, colopathie, où dedans on va retrouver de l'alternance constipation-diarrhée, on va retrouver des maux de ventre, des spasmes, soit on va avoir plus mal du côté droit ou du côté gauche. On peut retrouver aussi des maux de tête, des sensations de lourdeur digestive, sensation que ça passe pas, que c'est toujours un poids au niveau du ventre. On peut retrouver aussi de l'irritabilité, mais en tout cas, voilà, au niveau des symptômes, c'est vraiment au niveau du ventre en général. Après, j'accompagne aussi tout ce qui va être maladie inflammatoire, donc tout ce qui est lié à la maladie de Crohn et rectocolite hémorragique. Donc là, au niveau des symptômes, on va retrouver vraiment spécifiquement des douleurs qui sont très aiguës au niveau du ventre, handicapantes. On va retrouver aussi des saignements, voire même des hémorragies quand on va à la selle, des fausses envies. J'ai vu des personnes obligées d'abandonner leur caddie, tu sais, quand ils sont en train de faire les courses, tellement ils ont des envies qu'ils ne peuvent pas attendre et ils sont pris de diarrhée une dizaine de fois dans la journée. Donc c'est très handicapant comme type de maladie. Et puis en plus de ça, hormis les symptômes, c'est que ça découle sur la vie sociale en fait. Tu peux plus partir en vacances. Le moindre, dès que tu vas au restaurant, c'est toujours où est-ce que sont les toilettes? Est-ce que je vais pas avoir des problématiques dès que je vais manger ce type de plat, etc., etc. Et puis, après, tu as tout ce qui va être lié aux problématiques de l'estomac. Alors, on parle beaucoup de l'intestin aujourd'hui, énormément du microbiote. Je trouve qu'on ne parle pas assez, tu vois, de ce qui se passe au niveau de l'estomac, qui est quand même l'organe avant l'intestin. Et si ça ne passe pas déjà au niveau de l'estomac, l'intestin, il a du mal à faire son travail. Et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont sujets à de l'hypochloridrie, donc qui va concerner la gastrite, qui va concerner des difficultés à digérer au niveau de la sphère haute, qui est, à mon sens, mal diagnostiquée parce qu'on peut très bien souffrir d'une gastrite ou d'une inflammation au niveau de l'estomac, mais sans, tu vois, cliniquement parlant, qu'il y ait des signes. Donc, tu te retrouves avec des personnes, et je pense comme toi, dans les problématiques hormonales, les résultats sont bons. Par contre, au niveau des symptômes, ça coince, il n'y a rien qui va en fait. Donc, on va avoir ce type de problématique. Et après, tu as aussi de plus en plus tout ce qui va être SIBO et candidose qui inonde le marché. Alors, c'est pas une bonne chose. On va en reparler au niveau des causes, etc. Mais c'est de plus en plus courant et chronique d'avoir des femmes qui souffrent de SIBO et de candidose. Et d'ailleurs, en général, ça rejoint aussi un estomac qui ne fonctionne pas bien. Donc après, une thyroïde qui ne fonctionne pas bien, etc., etc.
Ouais, donc il y a quand même un large éventail effectivement de problématiques comme on peut le voir et justement selon toi est-ce qu'il y a des causes communes justement à ces troubles digestifs voilà, est-ce qu'il y a des petites choses justement qui peuvent être communes et du coup qui pourraient s'appliquer à un maximum de personnes? Alors, tu vois, ça fait maintenant 4 ans que j'accompagne sur les problématiques de digestion. Je regardais 2022, j'étais en train de calculer. Ça fait 4 ans maintenant déjà. Et effectivement, tu as des causes qui sont similaires. Moi, dans mes consultations, ce que j'aime bien faire, c'est envoyer un questionnaire dedans avec les antécédents. Et en général, à chaque fois, je retrouve plus ou moins le même schéma. Je ne vais pas dire que c'est à chaque fois 100% pareil, mais en général, tu vois, on va retrouver de l'utilisation d'antibiotiques régulièrement. Première chose. Ça, je sais que tu en parles aussi dans ton livre, hein, Céline, dans la partie du microbiote, hein, tu expliques beaucoup l'impact des antibiotiques. Mais ça, effectivement, on va retrouver des personnes qui ont dû prendre. Alors, chez les femmes notamment, des fois, c'est anodin, c'est-à-dire qu'elles commencent à faire des cystites, commencer à faire des cystites à répétition, monuril, et puis bah, ça passe pas, donc on donne des antibiotiques. Et puis en fait, finalement, on commence à faire des cures d'antibiotiques 2, 3 fois dans l'année d'une semaine, et puis des fois, c'est de 15 jours, 3 semaines, parce que ça passe pas. Et au fur et à mesure, bah, tu regardes en fait au niveau des antécédents, ça fait 4, 5 ans que la personne fait ça, et au bout d'un moment, bah, il y a une candidose qui se déclare, il y a un SIBO qui se déclare, un intestin irritable. Donc en général, effectivement, première des causes qui revient énormément, antibiotiques, et aussi chez les enfants, puisqu'on donne malheureusement encore beaucoup trop d'antibiotiques sur des troubles ORL à répétition, qui, je signale au passage, sont souvent dus à de la mauvaise digestion, à une mauvaise digestion au niveau de la sphère de l'estomac et de l'intestin. On a aussi des insomnies graves et répétées. Alors, c'est pas une fois vous faites la fête et vous dormez pas une nuit, mais répétées sur des années et des années, ça peut entraîner effectivement des problématiques de digestion. On va avoir aussi tout ce qui est traitement hormonal, mais ça, toi, tu vas nous en reparler. Utilisation de la pilule. On va avoir l'utilisation aussi des médicaments qui peuvent être un petit peu lourds de façon chronique. Tout ce qui va être aussi utilisation des IPP, donc les inhibiteurs de la pompe à protons. On va avoir aussi tout ce qui est traitement acnéique, hein, Roaccutane, etc. Et puis aussi, également, on voit dans les causes beaucoup, tu sais, l'arrêt de l'allaitement chez les femmes. Oui, forcément chez les femmes. Ça va pas être chez les hommes, chez les femmes. Alors, je jette pas la pierre. Moi, j'ai pas d'enfant, donc je sais pas du tout ce que c'est d'allaiter, mais je sais que physiquement et physiologiquement et psychologiquement, c'est parfois très très dur pour une femme d'allaiter. Malheureusement, ça fait partie aussi, tu vois, des causes qui peuvent laisser. Je dis pas que c'est pas parce qu'on n'allait pas son enfant qu'il va faire des troubles ORL, qu'il va faire des troubles intestinaux. C'est juste qu'on va plus, il va partir avec un microbiote qui est un petit peu moins compétent qu'une maman qui va allaiter sur du 3, 6 mois, 1 an. Et puis, tu as aussi également les césariennes, puisque les césariennes, on sait que c'est pas du tout le même type de flore qu'un passage au niveau intestinal. On va retrouver ce type de cause. On va retrouver aussi tout ce qui va être faiblesse enzymatique au niveau du pancréas. On va retrouver aussi beaucoup, de plus en plus, je le vois, c'est les infections à l'étranger. Tourista, tu sais, le fait d'avoir mangé quelque chose qui n'est pas passé, la personne déclenche des diarrhées à répétition, et bien systématiquement, je vois, à part si le microbiote est sain, systématiquement, la personne, quand il y a déjà un microbiote qui est un peu instable, ça a du mal à réguler. Et derrière, c'est la porte ouverte à de la diarrhée à répétition, ça peut être du Clostridium difficile, ça peut être l'Escherichia coli qui a pris le dessus au niveau de la flore intestinale. Donc, on va voir ce type de choses. Et bien évidemment, j'en ai pas parlé, mais l'alimentation fait partie des causes premières, fondamentales, où quand tu n'as pas une alimentation qui soit digeste, assimilable, derrière, tu t'exposes à des carences, des problématiques de digestion, un intestin qui ne fonctionne pas bien, un foie qui va galérer un petit peu, des troubles hormonaux, des troubles de la thyroïde, etc. Et souvent, d'ailleurs, c'est un peu l'effet domino, cascade, tu sais. C'est-à-dire que tu commences à avoir des problématiques au niveau intestinal, derrière s'ensuivent des problématiques thyroïdiennes, derrière des problématiques hormonales, et du coup, c'est l'effet domino, mais pas dans le bon sens. C'est le cercle vicieux qui se met en place. Alors, pour revenir juste sur 2, 3 petites choses que tu as évoquées, pour bien réexpliquer aux personnes qui nous regardent. Donc, effectivement, les prises d'antibiotiques répétées, donc dans le cas des cystites, notamment chez les femmes. Alors là aussi, il y a un lien direct aussi avec le déséquilibre hormonal, mais les antibiotiques ne font pas la différence entre les bonnes et les mauvaises bactéries.
et du coup, ça tue un petit peu tout sur son passage. Et du coup, le problème quand on fait des cures répétées, c'est qu'à un moment donné, si on ne réensemence pas effectivement cette flore, eh bien, non seulement elle va s'appauvrir, mais en plus, elle peut laisser la porte ouverte, on va dire, aux mauvaises bactéries pour se développer, qui du coup vont prendre le pas sur les mauvaises. Et c'est comme ça qu'on rentre dans un cercle vicieux. Donc ça aussi, antibiotiques, il faut avoir le réflexe effectivement de toujours prendre des probiotiques en même temps, vous faire conseiller les souches qui sont les plus adaptées à votre cas. Donc ça, vous avez votre pharmacien qui peut vous aider là-dessus, ou le naturopathe, ou quelqu'un qui est formé et sensible à ça. Donc ça, c'est important par rapport à ce sujet. Les carences effectivement nutritionnelles, alors ça, c'est un peu un fléau. Pourtant, on vit dans une période de surabondance alimentaire. Et pour autant, il y a énormément de carences. Alors, soit effectivement, du fait que l'alimentation n'est pas équilibrée, trop transformée. Il faut savoir aussi que les fruits et légumes aujourd'hui parcourent des milliers de kilomètres avant d'arriver dans nos assiettes, donc ça voyage, ça perd un peu en nutriments, etc. Il y a les carences liées à des régimes aussi spécifiques. Attention là aussi avec le régime végétarien, végétalien. Je sais qu'on en parle souvent aussi entre nous, mais voilà, il y a souvent des régimes qui sont carencés où les apports en protéines ne sont pas là, et ça aussi, ça joue sur l'hypochloridrie. Hein, ça joue sur et puis les manques d'apport aussi en acides gras, notamment tout ce qui va être cholestérol, donc les protéines et les acides aminés, puisque de nombreuses hormones sont synthétisées à partir du cholestérol, donc notamment les hormones stéroïdiennes, donc sexuelles, les hormones peptidiques et les hormones à partir d'acides aminés, donc qui découlent des peptidiques. Mais donc tout ça va effectivement expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Et ensuite on a un petit peu tout ce qui est sous-jacent à ce que tu as dit, c'est-à-dire l'inflammation aussi chronique qui va engendrer des hausses de cortisol, le stress et du coup venir déséquilibrer tout ça. C'est vrai que j'ai peut-être pas assez précisé par rapport à ce que tu disais sur les régimes un peu draconiens qui entraînent des carences. Et aujourd'hui, tu vois, on est vraiment noyé. Je pense que les personnes qui nous écoutent ce soir, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on a tellement de théories alimentaires sur le marché. En fait, c'est ce que tu disais, c'est que on est dans une société de surabondance en termes alimentaires, mais à la fois, en 2022, l'alimentation n'a jamais été autant problématique, autant casse-tête pour comprendre les choix qu'on doit faire pour notre santé, pour notre système digestif. La mauvaise nouvelle, entre guillemets, c'est qu'on n'a jamais vu autant de personnes malades chroniquement dans les sociétés industrielles, classées comme riches ou développées, alors qu'en fait, il y a un gros problème au niveau, effectivement, alimentation, métaux lourds, pesticides, etc. Absolument, c'est Ouais, ça et puis alors pareil, on peut peut-être en parler, faire une toute petite parenthèse rapide sur le sujet avant d'avancer, mais les aliments faussement healthy, ça je sais aussi, on en parle souvent entre nous. Est-ce que tu veux en dire un mot? Parce qu'il y a effectivement des aliments qui ont été un peu popularisés en mode healthy via la blogosphère et Instagram et compagnie. Or, et moi je le vois aussi dans mes consultations, souvent quand il y a des troubles digestifs, je vais creuser un petit peu sur tous ces sujets et souvent ça revient. Et c'est très compliqué de faire comprendre effectivement aux personnes qui pensent faire bien parce que c'est vu sur Insta, dans les blogs, etc., que c'est pas bon. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ces bombes digestives? absolument. Alors déjà, tu vois, en première bombe digestive que je vais citer, qui est très populaire hein, sur les réseaux Instagram, peu importe, ou YouTube, tu as ces fameux, tu sais, un peu Buddha Bowl, c'est-à-dire les mélanges qui donnent envie. Moi, j'avoue, hein, quand je regarde la photo, je me dis, mais attends, mais c'est super, c'est trop beau, il y a plein de couleurs, ça donne envie. Ah bah par contre, en fait, c'est-à-dire qu'il y a 10 à 15 aliments dans l'assiette. Donc, sachant que déjà, le microbiote, il est déjà fatigué, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas tous égaux en termes de digestion. On a une capacité enzymatique de digestion qui est individuelle. Et en fonction de notre stress, de notre sommeil, de nos antécédents, du microbiote de la maman, bien en fait, soit on va avoir un microbiote qui va être capable de digérer ce type d'assiette, soit on va avoir un microbiote qui ne va pas être capable de le faire. Et en général, on est dans des microbiotes qui s'appauvrissent d'année en année. C'est pas forcément, voilà, c'est comme ça. Et donc, du coup, en fait, on donne à notre organisme des aliments, 10-15 aliments. Des fois, voilà, c'est des compositions avec des fruits, des oléagineux, des choses, beaucoup de crus en plus. Là, typiquement, des choses pour ballonner, ça va être terrible. Et donc, derrière, on demande à notre corps de digérer quelque chose qu'il est impossible. Enfin, il va le digérer, il va le faire, mais très mal. Donc, derrière, on s'expose à des flatulences, des ballonnements, un ralentissement de la sphère digestive,
un afflux de sang beaucoup plus important au niveau de l'estomac. Donc, ça peut être aussi l'immunité qui va être énormément concentrée au niveau local. Donc, on va avoir ce type d'aliments. Et puis, tu vois, on va avoir aussi, je pense que toi, Céline, tu es aussi alerte par rapport à ça, mais beaucoup, tu sais, les mélanges de graines, tout ce qu'on voit un petit peu dans les magasins bio, les graines germées, les choses comme ça, alors, qui ont une bonne presse, hein. C'est vrai, c'est intéressant, mais par contre, encore une fois, il faut vraiment adapter en fonction des problématiques de chacun et individualiser. Et si on a une flore, comme on disait, c'est-à-dire une flore où il y a il n'y a pas cet équilibre entre les bonnes bactéries, ben, du coup, on a du mal à digérer ce type d'aliment. Donc, il faut revenir sur une alimentation qui soit simple, digeste, assimilable, ce que aussi Céline dit, et avec des nutriments, en fait, hein, des choses qui vont aussi nourrir votre microbiote avec des fibres, pas trop, pour pas irriter le côlon, et aussi des bonnes sources de protéines et des bonnes sources d'acides gras. Et ça, effectivement, le manque de fibres, c'est un vrai sujet. Parce qu'effectivement, on n'en consomme pas suffisamment. La moyenne recommandée, ce serait 25 grammes, hein, si je ne me trompe pas, de fibres par jour. Et on en est très, très loin. On en est très très loin et donc ça fait effectivement déjà pas mal de ralentissement en termes de transit, en termes de digestion, parce que du coup ça donne des constipations un peu chroniques, le manque d'hydratation aussi, le stress bien évidemment, les excitants comme le tabac, le café, etc. Alors il y a des personnes chez qui ça accélère, mais globalement c'est quand même assez, ça contraint plutôt. Et puis ça va entraîner effectivement un appauvrissement effectivement du microbiote et ça tu fais bien de le dire. Appauvrissement du microbiote qu'on va retrouver notamment dans pas mal de pathologies effectivement hormonales, les pathologies hormonodépendantes comme le cancer du sein, mais aussi tout ce qui est endométriose et SOPK, on va en parler juste après. Est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots justement aux personnes qui nous regardent et qui seraient peut-être pas au fait, le rôle un petit peu du microbiote et surtout comment dire, comment on peut qu'est-ce qui peut altérer le microbiote justement pour qu'on donne des exemples concrets? Alors déjà, il y a, comme on disait en début du live, on a effectivement tout ce qui va être traitements médicaux pris régulièrement ou en tout cas sur des moments répétés chroniquement. Première chose, on a aussi le stress, on a aussi, alors le stress, hein, c'est plus à démontrer, on a une altération au niveau de notre système digestif. Si je suis stressée, je commence à fabriquer un peu d'acide. Du coup, derrière, mon foie génère de la bile. En fait, vous êtes en hyperdigestion toute la journée. Vous n'êtes pas en train vous avez rien dans le tube digestif, mais votre corps digère. Donc, en gros, votre tube digestif n'est jamais au repos et donc il n'y a jamais cette équipe un peu de nettoyeurs, d'éboueurs qui vient nettoyer un peu ce qui s'est passé dans le chantier avec le petit balai, l'aspirateur, etc. Donc en gros, vous êtes tout le temps en train de digérer, vous avez un épuisement au niveau de votre... Oui, dis-moi Céline. Alimentaire aussi. Absolument, absolument. Et donc on va avoir ces fameuses choses qui vont déjà perturber notre microbiote et puis on a aussi beaucoup... qui en fait partie, mais le grignotage, on en parle de plus en plus en disant éviter de grignoter entre les repas, mais je pense que toi aussi tu dois faire le constat en consultation, beaucoup trop encore de personnes grignotent en dehors des repas, prennent des boissons, des cafés, des choses comme ça, qui viennent aussi altérer déjà le repos physiologique au niveau du tube digestif, une baisse de la vitalité, une baisse de l'immunité, donc on va avoir ce type de choses, et quelque chose dont on ne parle pas assez aussi, c'est tout ce qui va être sport en excès. Le sport en excès, on a si tu veux, l'intestin est irrigué et donc finalement, si je n'ai plus assez de sang au niveau du tube digestif, parce que le sang va être au niveau des muscles, des jambes, des bras, si je fais de la musculation, et bien du coup, je me retrouve à moins irriguer mon tube digestif et potentiellement, dans les études scientifiques, les marathoniens sont plus sujets à des troubles digestifs que des personnes qui font 30 minutes de HIIT ou un peu de musculation par-ci par-là. Donc il y a ce type de facteurs qui viennent effectivement dérégler le microbiote et bien l'appauvrir. Et après, dans ce qu'on voit, effectivement, il y a quand même une grosse partie au niveau des médicaments. Je suis désolée de le dire ce soir, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes qui se bousillent la flore intestinale, mais c'est même pas le... Alors, on ne le fait pas consciemment, en fait. On se dit pas, je vais prendre tel médicament, ça va me bousiller la flore intestinale. C'est parce que on pense faire les bons choix aussi pour nous. On écoute le médecin, le professionnel de santé, et on ne sait pas aujourd'hui parce qu'on nous explique pas, on nous dit pas, et parce que des fois aussi on s'intéresse pas. C'est pas toujours notre job. Mais par exemple, dans les dernières études scientifiques que je lisais sur le SIBO, on a 50% des personnes qui avaient le SIBO qui étaient consommateurs d'IPP,
qui prenaient des IPP depuis 3, 4, 5 ans. Normalement, c'est une prescription sur 3 semaines avec éventuellement un renouvellement par le médecin, si besoin. Mais donc, du coup, effectivement, toutes ces choses-là viennent perturber la flore intestinale. Donc, pour moi, le but, ça serait de vraiment rééduquer l'aspect alimentaire, trouver des habitudes qui soient saines autant que possible et aussi faire confiance, éviter d'aller trop chercher dans toutes les théories alimentaires parce que souvent, on lit tellement de livres qu'après, on ne sait même plus ce qu'on doit manger. Donc, revenir à des choses simples. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Céline. Oui, tout à fait. Mais c'était pour donner des exemples parce qu'il y avait des personnes qui. Alors, j'essaye de lire les questions. Il y en a déjà eu pas mal de posées. Ouais, Et pour répondre à la fin, on va prévoir un temps d'échange et de questions-réponses. Mais voilà, donc comment savoir si le microbiote est équilibré? Alors, moi, j'ai envie de dire que souvent, c'est quand on n'a pas de problème digestif, a priori, une digestion qui se passe bien, c'est une digestion qui ne se sent pas, si je te paraphrase, hein, je crois que c'est ça. tout à fait. Et tu as effectivement aussi, quand tu es malade, bah, imaginons que tu ailles dans un pays en Asie ou peu importe et tu as une tourista. Si ton corps récupère très facilement, tu fais une cure de probiotiques ou autre, peu importe. Si tu récupères facilement et que tu n'as pas de symptômes, c'est-à-dire que ton microbiote est résistant. Enfin, est résistant et donc du coup, il est bien ensemencé et donc il n'y a pas de souci. Et effectivement, les symptômes parlent d'eux-mêmes. Si tu as des symptômes, si vous avez des symptômes après avoir mangé ou si vous êtes embêté, ça veut dire qu'il y a un petit souci au niveau de votre flore intestinale. Mm. Donc ça, c'est effectivement important de, voilà, de parler de tout ça pour vous ayez un petit peu les bases. Alors maintenant, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la connexion justement entre l'intestin et nos hormones? Alors on a vu, il y a déjà pas mal de choses qui sont un petit peu emmêlées, puisque le système hormonal, effectivement, c'est une symphonie et donc toutes les hormones travaillent les unes avec les autres. Donc, ce qui fait que quand effectivement il y a un déséquilibre sur l'une des hormones, ça va entraîner des déséquilibres sur les autres. Alors, le corps cherche toujours à compenser, mais on va vous en dire un petit peu plus là-dessus. Est-ce que tu veux introduire le sujet dessus? Eh ben, écoute, je vais te laisser commencer, Céline, justement, parce que je sais que c'est ta spécialité et je sais que t'en parles, je me permets de le redire, mais elle en parle très, très bien dans son livre. Et ce qui est super dans le livre de Céline, j'attends que tu me le dédicaces, hein, d'ailleurs. Je partirai pas sans la dédicace, Céline. En fait, ce qui est génial dans ce livre, en fait, vous avez plein de schémas. Là, je montre rapidement, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, Céline a vraiment pris le temps dans ce livre de faire des schémas qui sont, qui sont clairs et lisibles. Et finalement, souvent, on se perd à lire des choses, on ne comprend pas forcément. Et c'est pas accessible, hein. Des fois, c'est pas accessible. Et là, pour le coup, même si je suis naturopathe, je trouve que c'est très bien fait. On va parler aussi de ce magnifique schéma. Ouais, Sur le strobolome. Et effectivement, je vous conseille vivement, si vous êtes passionné ou en tout cas intéressé, vous souffrez d'SOPK, mais même aussi de troubles hormonaux, honnêtement, procurez-vous ce livre. Il est disponible sur Amazon, il me semble, tu m'avais dit. avec Amazon. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est vrai que j'ai essayé de rendre ça assez simple parce que les problématiques hormonales, ça fait toujours un peu peur. On se dit, oh là là, dans quoi on part, etc. Et du coup, effectivement, les schémas sont là pour appuyer les choses. Et j'ai essayé de faire, voilà, de partir de zéro, de quelqu'un qui connaîtrait rien au sujet et d'expliquer les choses le plus simplement possible avec une information, voilà, claire et vérifiée. Donc, pour revenir justement à cette connexion entre l'intestin et nos hormones, alors il y en a plusieurs, mais il y a notamment le microbiote. Donc le microbiote, c'est effectivement cet ensemble de bactéries que nous hébergeons et qui nous aide effectivement à tirer profit de ce que nous mangeons parce que ça nous aide effectivement à décomposer cette nourriture. Le microbiote, c'est aussi le siège du système immunitaire. Il y a énormément de fonctions. Il y a une communication aussi avec le cerveau, etc. Mais surtout, dans ce microbiote, il faut imaginer différentes populations. Il y a une population spécifique qu'on appelle l'estrobolome. Donc, c'est une recherche qui est assez récente, ça date d'une dizaine d'années. Et moi, j'avais écrit un premier article en 2010 sur le sujet, d'ailleurs, qui est toujours très bien classé sur Google. Alors, il y a des nouvelles choses qui mériteraient d'être mises à jour, mais en tout cas, voilà. Et cet estrobolome, donc c'est une population spécifique, et il a la capacité de modifier, en fait, nos œstrogènes dans leur forme active. Alors, ça paraît peut-être un petit peu compliqué, mais grosso modo, il faut vous dire que chaque mois, effectivement, on produit en fait des œstrogènes de différents types. Donc, il y en a un bon, un neutre et puis un mauvais qui peut être génotoxique et être responsable de certains types de cancers hormonodépendants notamment. Et tout ça, c'est filtré par le foie qui, à chaque fois, va se dire, voilà, est-ce que toi, tu peux encore servir? Auquel cas, OK. Et toi, par contre, non, tu es abîmé, tu peux endommager l'organisme. Je dois te sortir du système, soit via les selles,
ou les urines. Et donc, quand c'est les selles, forcément, ça repasse par cet intestin, d'où l'importance, effectivement, de cet estrobolome. Et en fait, cet estrobolome, s'il est perturbé, parce qu'effectivement, il y a une dysbiose ou qu'il y a une problématique au niveau de la population, il a, lui, la capacité de produire une enzyme qu'on appelle la bêta-glucuronidase. Et en fait, cette bêta-glucuronidase, c'est elle qui modifie en fait nos œstrogènes dans la forme active. Et plus il y aura une sécrétion de bêta-glucuronidase qui sera importante, et moins les mauvais œstrogènes seront excrétés hors de l'organisme. De sorte que ça va venir en rajouter dans la circulation, ça va venir se rajouter à ceux qu'on produit notamment. Et donc, ça peut donner lieu à une situation de dominance en œstrogène, avec ma petite balance là dont je parle tout le temps. Mais on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait des études qui montraient qu'effectivement, dans le cas de l'endométriose, il y avait un lien avec cet estrobolome et la sécrétion de la bêta-glucuronidase. Il y avait le cas aussi dans le cas du syndrome des ovaires polykystiques et du cancer du sein. Donc aujourd'hui, on sait que cet estrobolome, il contribue. Alors, par quel mécanisme exactement, etc. Voilà, il y a encore des zones d'ombre. C'est voilà, encore une fois, une porte de recherche qui est assez récente, mais c'est très, très important et ça corrobore cette histoire que tout commence dans l'intestin. Même, voilà, ces histoires d'endométriose, de SOPK et de cancer du sein qu'on peut voilà, penser assez éloigné du sujet, c'est le cas. Donc ça, c'est c'est vraiment important de le comprendre. Et donc, tout ce qui va pouvoir favoriser, eh bien, évidemment, un bon microbiote, ça va jouer pour nous. Et donc, du coup, les probiotiques, les prébiotiques, effectivement, tout un tas de choses qu'on va pouvoir mettre en place. Donc, c'est hyper important de chouchouter, effectivement, ces intestins. Et la façon de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est avec cette bêta-glucuronidase, ça peut être de faire des tests en fait. Donc d'abord, moi je préconise souvent le test hormonal. La ménopause, j'y viens. Rassurez-vous, je lis les questions en même temps. Mais donc les tests hormonaux qui permettent de voir déjà un petit peu toute la cascade hormonale. Et puis le prélèvement de sel qui nous permet de tester justement la présence de cette enzyme. Et dans quelle proportion. Et du coup, derrière, on peut aussi travailler le foie avec la méthylation. Donc la méthylation qui est un process qui permet là aussi de détoxifier ces œstrogènes. Et des fois, on peut avoir une problématique pour justement, on ne méthyle pas bien. Donc on va pouvoir intégrer des nutriments qui vont nous permettre d'améliorer ça. Donc ça, c'est hyper important. Alors je ne sais pas si j'ai été assez claire sur le sujet. Mais... Si, complètement. Mais je pense aux personnes, est-ce que du coup, si il y a si on soupçonne, imaginons, un SPM ou un SOPK parce que tous les mois, on a des douleurs de menstruation pas possible à vivre, des maux de tête, des diarrhées, des ballonnements, vraiment des douleurs obligées de prendre l'Antadis ou des choses comme ça. Le premier conseil, toi, Céline, que du coup, tu pourrais donner, c'est déjà d'aller faire ce type de test. Alors, ouais, c'est déjà, on mène une enquête alimentaire et l'historique pour voir effectivement, voilà, est-ce qu'il y a eu des prises d'antibiotiques, comment on se nourrit, etc. Et si on veut vraiment en avoir le cœur net, parce que je dis toujours en anglais, c'est test, don't guess, c'est-à-dire qu'en fait, quand on veut en avoir le cœur net, bah, au moins les tests, ils mentent pas et ils nous disent ce qu'il en est. Parce que si on travaille sans test, et ben, des fois, on est un petit peu à l'aveugle. Et moi, j'essaye de justement aller un peu vers les tests et je m'y forme beaucoup. Parce que j'ai envie de professionnaliser un peu l'approche et surtout d'être beaucoup plus précise pour avoir encore plus de résultats auprès de mes consultantes. Donc les tests, c'est important, mais si on ne veut pas en passer par là d'entrée de jeu, moi je propose souvent un plan en plusieurs étapes et la première, c'est vraiment de renforcer la barrière intestinale, ça c'est l'étape numéro 1. Donc effectivement, en éliminant tout ce qui va être pro-inflammatoire, tout ce qui peut poser problème, réduire son exposition aux toxiques. Quand il y a une prise de pilule contraceptive aussi, on l'a dit, c'est souvent impliqué là aussi dans des problématiques de dysbiose ou de même que l'alcool aussi, etc. Le collagène, la glutamine, donc ça c'est des nutriments qu'on peut utiliser de manière assez générale et qui sont plutôt intéressantes. Tout ce qui est curcumine, quercétine aussi, que je préconise. Donc ça c'est vraiment la première étape de renforcer la barrière digestive. Et ensuite, ça va être d'équilibrer justement les bonnes bactéries dans l'intestin. Et donc là, pareil, je vais adapter mon protocole en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Et ensuite, la troisième étape, c'est de restaurer le feu digestif. Parce que là aussi, si la digestion ne se passe pas bien, eh bien derrière, on va retomber à nouveau dans ces travers. Donc c'est un peu
on va dire, mon plan en 3 étapes que je vous donne là rapidement, mais c'est les 3 grandes étapes et ensuite je vais aller creuser les choses sur le sujet. Et ça, je sais d'ailleurs, tu en parles beaucoup dans le livre de ces 3 étapes. Je l'ai vu avec notamment le feu digestif. Et je trouve que c'est important que tu soulignes ce feu digestif parce que on n'en parle pas du tout. On en parle un peu en médecine chinoise en disant, voilà, l'estomac, c'est le chaudron, etc. Il a besoin de cuire, enfin, il cuit les aliments. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on prend beaucoup tout ce qui est crudité, jus de légumes, les fruits, les jus de fruits, un petit peu moins les jus de fruits, mais voilà, les fruits en général. Et en fait, ça reste du fruit aussi pour l'estomac. Il faut penser que nous, on est à Lille. Bon, actuellement, il fait beau. On a de la chance. Il fait extrêmement beau. Donc, je vais pas dire de mauvaises choses. Mais c'est vrai qu'il faut penser aussi à adapter en fonction de là où vous êtes. Ça peut paraître bête, mais beaucoup de personnes me disent des fois en plein hiver, je me fais des assiettes entières de crudité. Il fait -10 dehors. Ah bah ouais, mais là, votre pauvre feu digestif, il va pas bien fonctionner. Vous êtes en Corse, vous êtes dans un pays sur l'équateur ou au Brésil ou encore en Australie où il fait extrêmement chaud, pourquoi pas? Mais effectivement, ça c'est important aussi de bien s'alimenter en fonction aussi de là où on vit. Et c'est vrai que souvent on a des théories qui arrivent un peu d'Asie, voilà, d'un peu partout. Et on se dit, bah tiens, je vais prendre l'assiette et je vais manger comme ça. Sauf que, à mon sens, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a aussi tout le mode de vie que vous avez autour. Et si vous êtes quelqu'un qui court après les transports, vous vivez sur Paris, vous êtes stressé, vous dormez mal, vous ne faites pas de sport, etc., ça va être très compliqué aussi d'aller chercher des nutriments dans l'alimentation, même si elle reste quand même bien. Et puis, il ne faut pas oublier des fois qu'on nous propose une alimentation où les personnes méditent la journée, il fait tout le temps beau, ils n'ont pas de stress, etc. Donc, il faut revenir vraiment à une alimentation aussi qui vous convienne à vous. Et je fais juste un petit aparté, Céline, on en a parlé tout à l'heure, tu parlais de la carence aussi en protéines, et ça revient énormément chez de nombreuses femmes, parce qu'aujourd'hui, on nous dit la protéine, c'est très mauvais pour la santé, surtout pas de viande rouge, etc. Donc, tout est adapté en fonction, encore une fois, des problématiques et de vos objectifs. Mais ne diabolisez pas la protéine pour autant parce qu'on vous a dit que c'était pas bon. En fonction de votre microbiote, il y a des protéines que vous allez mieux digérer que d'autres. Et donc ça, voilà, effectivement, encore une fois, se diriger vers des protéines qui passent bien au niveau de votre tube digestif. En général, on sait que c'est des choses un peu moins grasses. Ça fait travailler un petit peu moins le tube digestif que des choses qui sont grasses, que des protéines grasses, pardon. Exact. Non, non, c'est vraiment important effectivement, de ne pas se laisser polluer aussi par toutes ces théories alimentaires. Encore une fois, il n'y a pas un régime qui convient à 7 milliards d'êtres humains. Et l'alimentation, ça nécessite d'être vraiment adapté, personnalisé en fonction de tout un tas de critères. Et le lieu où on vit en fait partie aussi. Je voudrais on va répondre aussi à une question qui revient souvent et elle est revenue à plusieurs reprises. C'est par rapport à la ménopause et les ballonnements, les problématiques aussi de cystite. Donc là-dessus, en fait, moi, j'aimerais vous dire que les œstrogènes, qui sont donc les hormones qu'on produit plutôt en première partie de cycle, vont avoir tendance à baisser effectivement au moment de la ménopause puisqu'il y a un arrêt du fonctionnement des ovaires. Donc il y a, entre guillemets, un effondrement de la production d'estrogène. Alors il y a une production résiduelle par le tissu adipeux. C'est notamment pour ça qu'on prend souvent quelques kilos au moment de la ménopause parce que le corps cherche à ce que vous ne manquiez de rien et le tissu adipeux a la capacité d'aromatiser et donc de produire un certain type d'estrogène, et les surrénales également. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, au moment de la ménopause, il y a un effondrement de la production d'estrogène. Or, les oestrogènes, c'est un peu le carburant de certaines bactéries, notamment les lactobacilles, qui vont se trouver effectivement au niveau de l'intestin. Et il y a une proximité entre la flore vaginale et la flore de l'intestin qui fait que ces bonnes bactéries, du coup, vont chuter. Et il y a même des études qui montrent que les femmes perdraient 50% de leur microbiote au moment de la ménopause. Et donc, c'est ce qui va expliquer effectivement en partie les ballonnements que vont avoir certaines femmes avec des déséquilibres hormonaux de ce type, donc quand on a effectivement un effondrement des œstrogènes, et aussi la récurrence de certaines mycoses, notamment Candida, qui va être exacerbée par une nourriture hyper axée sur les hydrates de carbone, les glucides, le sucre, etc. Hein, tu me confirmes tout ça, Coralie? Non, absolument, ouais. Donc ça, c'est de bien comprendre effectivement que au moment de la ménopause, prendre des probiotiques, c'est un peu, je vais pas dire automatique pour plagier un slogan bien connu, mais c'est vraiment important en tout cas de faire des cures très régulièrement et en faisant tourner les souches.
pour éviter là aussi une surpopulation. Donc, il faut prendre des probiotiques avec un large spectre effectivement de souches et ou faire tourner effectivement les souches, les marques, etc. Donc ça explique pourquoi au moment de la ménopause, mais aussi au moment du syndrome prémenstruel, puisque ce qui se passe, on va dire, au moment de la ménopause, c'est aussi ce qui se passe un peu tous les mois, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des fluctuations hormonales et en fonction effectivement du moment du cycle, eh bien, on peut avoir là aussi ballonnement, voilà, accélération du transit lié en partie à la progestérone. Enfin, il y a vraiment beaucoup de connexions et tout ça s'explique de cette façon. Est-ce que Céline, justement, toi qui accompagnes aujourd'hui beaucoup de femmes sur la ménopause, en plus tu as un programme en ligne, est-ce qu'il est possible de vivre sa ménopause sans problème? Parce qu'on entend beaucoup, moi j'entends, je n'accompagne pas la ménopause, mais j'entends beaucoup de femmes qui disent de toute façon c'est normal d'avoir des bouffées de chaleur, de toute façon c'est normal d'avoir des troubles. Même dans le corps médical, on nous dit souvent, voilà, c'est normal, c'est le changement hormonal, l'arrivée de la préménopause et la ménopause. Donc, du coup, bah, c'est normal que vous dormiez pas bien la nuit, c'est normal d'avoir des bouffées de chaleur la nuit. Est-ce que tu peux confirmer ou nous dire non, c'est pas possible, il n'y a pas de ménopause sereine, on est quand même obligé de passer par des phases où on n'est pas bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors déjà, la ménopause, c'est une transition, on va dire ça comme ça, hein, c'est une transition. C'est un peu une seconde puberté d'ailleurs, parce que quand on compare par rapport à la puberté, c'est un petit peu pareil. En fait, la puberté, c'est une période de fluctuation hormonale qui est assez intense. Ensuite, on vit pendant 35 ans avec une relative stabilité. Alors, il y a le cycle, mais c'est quand même assez stable. Et ensuite, effectivement, le moment de la ménopause, ben, ça commence encore une fois à être assez instable. Donc souvent, on dit que c'est une seconde puberté. D'ailleurs, souvent, il y a des femmes qui voient un petit peu le retour de l'acné aussi, et troubles de l'humeur, de l'irritabilité. Donc tout ça, c'est pas voulu, c'est les hormones. Et effectivement, la ménopause, elle peut être challengeante pour certaines femmes. Mais pour autant, il y a des femmes qui vivent très bien leur ménopause. Tout dépend, j'ai envie de dire, de l'état dans lequel on arrive au moment de la ménopause. Et aujourd'hui, clairement, beaucoup de femmes sont pressées, stressées, elles arrivent crevées, drainées. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, au moment de la ménopause, les ovaires cessent de produire les fameux oestrogènes. C'est donc le tissu adipeux et les glandes surrénales qui prennent le relais. Et souvent, le problème des femmes, eh bien, c'est que les surrénales, elles sont complètement à plat. Et donc, du coup, elles ont du mal à prendre le relais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une compensation qui est faite au niveau du tissu adipeux. Et c'est là où, effectivement, on a des ménopauses où les femmes vont prendre 5, 10, 15 kilos parce que les surrénales, elles ne compensent pas ce qu'elles doivent faire. Et ça, c'est un peu aussi révélateur de notre époque, à vouloir, on vise court terme, il faut tout de suite. Avant, le stress, à l'époque préhistorique, c'était de trouver à manger et en gros d'éviter les bêtes sauvages. Bon, maintenant, c'est les notifs, c'est les mails, c'est il faut ça tout de suite, c'est les bouchons, c'est les enfants, c'est enfin les milliards d'activités qu'on fait. Et tout ça, ça crée un stress. C'est un peu ce fameux syndrome de la femme pressée. Et je dis souvent à mes consultantes, vos corps ne sont pas des citrons, donc arrêtez de les presser, parce que quand il n'y aura plus de jus, il n'y aura plus de jus. Ce sera très compliqué de remettre la machine en route. Donc effectivement, il y a beaucoup de ménopause un petit peu sensible, on va dire, mais il y en a aussi beaucoup qui se passent très bien sans aucune problématique. Et tout dépend effectivement de l'état dans lequel on arrive. Donc ça se prépare. Une ménopause qui se passe bien, en général, ça se prépare. Donc il vaut mieux arriver en n'ayant pas trop de troubles hormonaux, pas trop de surpoids non plus, d'être plutôt active, de s'occuper de soi. Mais effectivement, voilà, ça peut très bien se passer. Et en l'occurrence, moi, les femmes que j'ai pu accompagner dans le cadre du programme, on a certaines qui sont arrivées, voilà, c'était un peu compliqué, et 3 mois après, c'était le jour et la nuit. Ouais. Parce que on Donc, a... ouais, c'est quand même super intéressant parce que aujourd'hui, il n'y a pas de solution. On nous dit il faut attendre la ménopause, mais là, tu nous dis quand même que on peut préparer en amont pour éviter des désagréments. C'est quand même une bonne nouvelle. Bien sûr. Non, non, il n'y a pas de fatalité. Même, je veux dire que ce soit même un SOPK, l'endométriose, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de traitement spécifique ni pour l'endométriose ni pour le SOPK. Et pour autant, l'approche holistique, les approches naturelles que l'on met en place fonctionnent. Et la preuve, c'est que souvent, 3-4 mois après, il y a quand même une réduction significative des douleurs, des symptômes. Ça fonctionne. Le seul truc, c'est qu'il faut s'investir et que ça prend plus de temps, effectivement, que de prendre un simple médicament. Donc ça, c'est vraiment important. Et pour répondre à une question que je vois passer, alors je vais vous rappeler un peu les stades, mais la préménopause, elle commence dès 35 ans. Ça, c'est la version américaine.
35 ans, on serait en préménopause. Bon, moi, je dis ça commence plutôt aux alentours de 40 ans. Préménopause, donc c'est 5 à 10 ans avant l'arrêt des menstruations. Hein, donc, sachant que l'âge moyen, c'est 51 ans. Et la périménopause, c'est 3 à 5 ans avant l'arrêt des règles. C'est au moment où les cycles vont commencer un peu à cafouiller, avoir des sauts de cycle, des règles plus longues, plus courtes, etc. Donc, et la préménopause, c'est plutôt une période qui est caractérisée par un excès d'œstrogène parce qu'il n'y a plus assez de progestérone. Notre sécrétion de progestérone s'effondre du fait du tarissement de la réserve ovarienne. Et puis, la périménopause, voilà, c'est plutôt les œstrogènes. Donc voilà, j'espère que ça répondra un petit peu aux questions. Je vois qu'il y a beaucoup de messages qui nous disent également que ce live est très intéressant. Donc merci beaucoup. Je crois qu'on en est ravis, hein, Coralie? Complètement, merci, merci beaucoup. C'est vrai que les questions défilent, j'ai énormément de mal à suivre tellement il y a de Ben, questions. on peut en prendre quelques-unes parce qu'effectivement, je vois que le temps passe à une vitesse encore phénoménale. C'est alors alors oui, durant la prise, alors là j'en ai une qui est ici. Alors je vais essayer de l'afficher, mais je sais pas si ça marche. Je suis pas. Ah, c'est bon. Voilà, donc là c'est la prise d'un traitement effectivement, et ça a engendré beaucoup de désordres psychiques et neurologiques. Et effectivement, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de traitements qui perturbent effectivement le microbiote, et à l'inverse, il y a des traitements aussi que l'on donne pour l'intestin qui peuvent perturber aussi le psychisme parce qu'il y a un lien très étroit entre le cerveau et l'intestin. D'ailleurs, on dit souvent que l'intestin, c'est le second cerveau. Absolument. Et d'ailleurs, je me permets juste de rajouter un petit point sur cette question. Sur les enfants qui ont des troubles de l'attention, ils ont remarqué dans l'autisme aussi, donc c'est pas les mêmes types de microbiote chez les enfants qui ont de l'autisme et les enfants qui n'en ont pas. Et deuxième chose, les chercheurs, donc au niveau du microbiote, en fait, il est quasiment stable à l'âge des 3 ans. Il va être difficile, enfin, ça va être difficile après vraiment de modifier notre microbiote. Donc, on a jusqu'à l'âge de 2 3 ans pour vraiment faire le maximum de connaissances avec l'extérieur, voilà, d'aliments et puis de acariens, pollen, etc. pour que le microbiote soit sensible et soit OK avec ça. Et ils expliquaient dans les études scientifiques que si les nourrissons entre 0 et 3 ans prennent des antibiotiques à cette phase-là, des fois par obligation, parce qu'il n'y a pas le choix, ils expliquent que ça modifie à vie, et ça c'est terrible, hein, à vie le microbiote de la personne. C'est-à-dire qu'à vie, on peut avoir un dérèglement qui va s'installer, qui va peut-être pas être présent tout de suite, mais qui va s'installer 10 ans, 15 ans, 20 ans après sur une maladie de Crohn ou une maladie inflammatoire. D'où l'importance, encore une fois, aussi de sensibiliser. Je ne veux pas culpabiliser les mamans, parce que je sais que voilà, il y a déjà tellement de choses à faire, mais au maximum aussi de sensibiliser les enfants à l'alimentation et de leur donner les bons conseils de base si c'est possible, pour éviter effectivement qu'après ils aient des mauvaises habitudes alimentaires, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup ça en France et dans les pays occidentaux. En Asie, quand on regarde ce que mangent les enfants, mais en fait, ils ne sont pas difficiles, alors que chez nous, en France, les enfants sont extrêmement difficiles, ils veulent des bonbons, des pâtes à tartiner, etc. À nous aussi de les sensibiliser. Je ne dis pas que c'est facile, hein, je vois bien en consultation, mais autant que possible les sensibiliser sur ça et de leur montrer le bon chemin, même si bien évidemment ils vont consommer des pâtes à tartiner, des bonbons, ça fait partie de la vie, c'est OK. Juste ce qui n'est pas OK, c'est que ce soit tous les jours, en fait. C'est ça. Et tu fais bien souligner que les 1000 premiers jours de l'enfant, c'est une fenêtre de vulnérabilité qui est énorme, à la fois effectivement, comme tu disais, pour être sensibilisé à un maximum de substances en termes de diversification alimentaire, d'allergènes, etc. Mais aussi ces fameux perturbateurs endocriniens dont je parle assez régulièrement. Donc vraiment important. Je vais essayer de regarder, est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop, hop, hop. Alors, tac, 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 tac. J'essaye de regarder dans la boîte à questions, mais c'est vrai qu'il y en a plein. Alors oui, il y aura un replay, ne vous inquiétez pas. Alors une personne là aussi qui disait voilà qu'elle était ballonnée, toujours aussi ballonnée depuis qu'elle n'est plus sous pilule. Alors la pilule peut faire ballonner, ça aussi, hein, c'est un vrai sujet. En plus, la pilule, c'est un voleur de nutriments. Hein, elle va augmenter les besoins en magnésium, en vitamine B6, en zinc, etc. Donc ça crée en plus des carences. On devrait toujours être supplémenté quand on prend une pilule. Et
effectivement, ça peut engendrer des ballonnements. Donc là, il faut voir un petit peu quel était le type de pilule, quelle est votre alimentation. Voilà, là, pour le coup, c'est un petit peu compliqué de répondre comme ça. Il faut voir un petit peu ce que vous faites au quotidien qui pourrait expliquer que malgré l'arrêt de la pilule, il y a toujours des ballonnements. Il y a peut-être quelque chose dans l'hygiène de vie ou dans l'assiette qui va pas. Ouais. Et je pense aussi au niveau du foie, je pense que toi, Céline, tu vas me rejoindre, mais souvent, on a aussi un foie qui est quand même pas mal congestionné, du fait aussi par le microbiote qui est l'intestin, qui est déjà des fois un petit peu à rabord au niveau de l'élimination. Donc souvent aussi, quand il y a des ballonnements, quand il y a l'arrêt de la pilule ou avec, souvent, il y a un foie aussi qui est déjà un petit peu fatigué. Donc ça, c'est bien aussi de se faire accompagner ou de prendre des plantes. Alors, attention avec les plantes qui sont drainantes et détoxifiantes. Moi, je conseille toujours quand même soit de se faire accompagner parce qu'il y a des choses, ça peut être tellement drainant. Vous allez sortir des boutons, des maux de tête, des hémorroïdes dans tous les sens. Vous allez être ravis de votre détox. Vous allez dire plus jamais pour moi, c'est terminé. Donc, c'est quand même bien d'avoir de se faire accompagner pour ce type de choses. Surtout s'il y a d'autres symptômes en plus au niveau du corps. Ouais, pas de détox sur des problématiques d'intestin. C'est toujours, ça, c'est important. Parce que souvent, on fait l'inverse et il faut d'abord régler les problématiques de l'intestin avant de vouloir faire une détox. Sinon, vous remettez en circulation des toxines. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce fameux estrobolome qui va venir réabsorber des choses et qui peut potentiellement les faire muter, etc. J'essaye de remonter là un petit peu dans les questions. Tac, 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 tac. Alors oui, les produits lacto-fermentés, je vois que vous êtes plusieurs à en parler. Kombucha, légumes lacto-fermentés. Est-ce que tu veux répondre là-dessus, Coralie? Oui, sur les. Alors attends, je vois pas la question, mais oui, du coup sur tout ce qui est lacto-fermenté. Alors ça va être très intéressant pour les personnes qui ont quand même une flore intestinale qui fonctionne bien. Il y a des personnes qui ne supportent pas du tout le lacto-fermenté parce que c'est assez complexe entre guillemets à digérer et parce que des fois vous manquez aussi d'un équilibre, d'un écosystème au niveau de l'intestin. Et donc du coup de redonner encore des fibres et des probiotiques, ça peut vous faire un petit peu ballonner. C'est pour ça que souvent, il y a des gens qui disent, je prends du lacto fermenté, je suis pas très bien avec. Donc, déjà, d'adapter aussi au niveau de la quantité. Ça peut être très intéressant de prendre des crudités lacto-fermentées ou autres, à condition de bien les supporter. Et moi, ce que je conseille toujours, c'est de commencer déjà par une petite quantité. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'assiette entière. Souvent, on a toujours comme on est dans une société où on se dit toujours qu'on manque de nutriments, et souvent, c'est ce que je constate en consultation, c'est que on commence pas par des dosements, on se dit, je veux bien faire des choses, je vais me prendre l'assiette entière. Ouais, mais là, du coup, le corps, il a un petit peu de mal. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est toujours de commencer par des doses moindres et surtout de ne pas forcer si vous avez des symptômes parce que vous mangez du lacto-fermenté et vous dites, ouais, mais j'ai lu dans des études, c'est quand même intéressant pour le microbiote, ça favorise le bon transit, etc. Ouais, mais si ça vous entraîne des symptômes, c'est pas la peine de forcer. Ça veut dire que pour l'instant, à l'instant T, c'est pas possible. Par contre, pour toutes les personnes chez qui il n'y a pas de symptômes, vous mangez du lacto-fermenté, eh bien, c'est bien d'en intégrer un petit peu dans l'alimentation régulièrement. Du kombucha, vous pouvez faire aussi le kéfir. On a des crudités qui sont lacto-fermentées disponibles en magasin bio. Après, vous pouvez les faire vous-même. Je les fais pas. Mais effectivement, après, vous allez trouver tout ça en magasin biologique. Ouais, et c'est très facile à faire en plus. Donc ça, c'est pas mal. Il y avait une autre question sur les signes indicatifs des déséquilibres hormonaux. Alors ça, c'est une question qui est hyper large parce que tout dépend si on parle d'un excès d'œstrogène, d'une baisse d'œstrogène, d'un excès de progestérone, d'une hausse de cortisol. Enfin voilà, donc ça, sachez que j'ai prévu des petites séries de réels justement pour vous parler de ça. Il y en a un qui sort demain sur le cortisol justement. Donc je vous ai fait des petites séries de réels justement pour vous parler des signes d'un excès de cortisol, d'un manque de cortisol, d'un excès d'œstrogène, etc. Donc ça vous donnera des petites indications. Mais là, ils répondent comme ça, c'est hyper large. Une personne aussi qui a une transplantation fécale. Alors, est-ce que ça, tu en as entendu un petit peu parler? Est-ce que toi, tu as déjà eu le cas de consultantes qui ont fait ça? Alors, j'ai une personne qui a dû avoir recours pour vraiment un intestin où c'était... clairement, j'avais jamais vu ça en termes de symptômes et en termes d'inflammation. C'est une personne qui venait de Suisse et donc qui était dans une clinique. En Suisse, ils sont déjà bien en avance sur nous, mais il était dans une clinique spécialisée sur les troubles digestifs et même les spécialistes de la clinique n'avaient jamais vu autant de symptômes. Donc lui, il a eu le droit à avoir une transplantation fécale. Et depuis qu'il a fait ça, ça va nettement mieux parce qu'il était quand même en sous-nutrition et malgré le fait d'avoir une alimentation digeste,
malheureusement, en fait, ce qui se passe souvent, hein, c'est que pendant des années et des années, il y a eu de la mauvaise alimentation, du stress, manque de sommeil. Et en fait, tant que ça passe, on s'inquiète pas de de notre corps. On dit, bah, c'est bon, mon corps, il gère, il n'y a pas de souci. Moi, je peux manger n'importe quoi, j'ai aucun symptôme. Et d'ailleurs, souvent, c'est ça, hein. C'est je peux manger tout ce que je veux, j'ai aucun symptôme, tout va bien. Je peux boire une bouteille de vin et j'ai pas de maux de tête, j'ai rien le lendemain. En général, moi, j'aime pas trop voir ça en consultation parce que souvent, quand il y a un symptôme qui sort, alors ça va être une grosse épuration. Et c'était le cas là, de ce jeune homme que j'ai eu. Il n'y avait aucun symptôme, il n'y a rien eu de sous-jacent. Et par contre, quand c'est arrivé, il a eu une blessure au genou et c'est comme ça a commencé comme ça. Mais par contre, c'était une personne qui avait une très mauvaise hygiène de vie et il a eu le recours à une transplantation fécale, donc il l'a beaucoup aidé. Il a revu énormément son hygiène de vie. Il a fait un travail aussi, une introspection sur lui. Il a changé de métier. C'était quelqu'un qui grignotait énormément. Il y avait beaucoup de stress, des insomnies. Voilà. Une hygiène de vie qui n'était pas, qui était pas vraiment saine. Et c'est vrai que sur ça, le message que je veux faire passer ce soir, c'est que attention, on est dans une société où on nous dit qu'il faut surtout pas être malade. On nous dit, voilà, dès que vous êtes malade, vous êtes faible, c'est pas bien, etc. Mais d'avoir un symptôme de temps en temps, d'avoir un petit rhume, petite goutte au nez, un petit mal de ventre parce que vous avez trop forcé, ce sont des signes qui montrent que ça fonctionne en fait, que votre épuration fonctionne. Si vous mangez de la raclette et que vous n'avez rien, et vous dites je peux boire du vin, manger du fromage, faire la fête, pas dormir, et moi j'ai rien du tout, j'ai même pas un bouton qui sort. Voilà, là, ça serait bien d'aller revoir au niveau de la partie alimentaire, de se faire accompagner pour aller un petit peu débloquer les émonctoires qui n'arrivent plus à vidanger. Et c'est vrai qu'en naturopathie, je pense que toi, Céline, t'es d'accord avec moi, mais on aime bien quand même avoir des personnes qui ont des petits symptômes de temps en temps, régulièrement, même si dans notre société, ce n'est pas forcément accepté. On dit, ah, bah, encore un truc de travers, etc. Ouais, c'est le signe effectivement que le corps rétablit un équilibre et qu'effectivement ça fonctionne. Et ça entretient aussi le système immunitaire quelque part, hein. Ça, c'est important. Alors, le lien entre endométriose et intestin irritable, alors souvent, c'est effectivement il y a des lésions effectivement d'endométriose qui vont aller se loger sur l'intestin, hein, souvent sur les zones proches de l'utérus. Donc, ça peut être l'utérus lui-même, la vessie, l'intestin, mais des fois, ça peut aller se loger bien plus haut. Et puis, ces tissus vont se mettre à saigner puisqu'ils sont sous l'influence des hormones. Et d'ailleurs, ces tissus sont beaucoup plus sensibles en fait aux stimuli des œstrogènes. Ils produisent même des œstrogènes localement. Et tout ça va être un petit peu exacerbé par l'inflammation. Donc, si effectivement il y a une alimentation pro-inflammatoire, si effectivement il y a de l'inflammation pour tout un tas d'autres raisons, ça va exacerber tout ça. Et donc, l'inflammation, ça va être quelque chose effectivement à régler pour permettre de baisser justement ces douleurs. Et donc, on va adapter forcément l'alimentation là aussi par rapport à cet intestin irritable. C'est souvent deux choses qui vont ensemble avec l'endométriose. On retrouve dans un peu plus de la moitié des cas, je dirais. Tu dois en voir aussi, hein, j'imagine, Coralie. Alors, c'est vrai que je suis pas consultée pour ça, mais souvent, quand je pose la question, il y a quand même un peu de. J'ai un peu d'endométriose, mais c'est pas du tout je suis pas du tout consultée pour ça, mais je le vois. En général, ils voient notre naturopathe ou quelqu'un, et je vois plutôt du SPM ou des syndromes des ovaires polykystiques. Mais c'est vrai que souvent, c'est corrélé. Mm, mm. Alors là, il y a une question aussi, je la vois apparaître juste en bas. Qu'est-ce qu'on conseille en cas de problème digestif pendant le syndrome prémenstruel? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Souvent, il y a des femmes qui vont être embêtées à l'approche des règles, avec notamment souvent une accélération du transit. Là aussi, j'avais fait un post qui date d'un petit moment où j'expliquais effectivement que la chute de la progestérone juste avant les règles va, entre guillemets, entraîner une accélération du transit et souvent des selles beaucoup plus molles, voire une diarrhée. Il y a des femmes qui ont leurs règles et qui ont une diarrhée chaque mois en même temps. Donc, c'est pas forcément simple. Donc, déjà, il faut essayer de voir au niveau alimentaire, là aussi, s'il n'y a pas des aliments un peu inflammatoires ou un excès de fibres à ce moment-là aussi qui pourrait expliquer ça. Mais sinon, c'est d'utiliser quelques plantes bien choisies selon votre terrain, un petit peu progestérone-like juste avant le cycle pour permettre effectivement de lisser un petit peu ça. On évite dans ces cas-là aussi le magnésium qui va avoir un effet un peu laxatif et mieux relaxant.
Donc voilà, mais ça c'est quelque chose qui revient effectivement beaucoup lié à la chute hormonale. Et du coup, je vois la question sur le gâtillier. Alors, le gâtillier, j'ai du mal, moi, avec cette plante. Je suis pas à l'aise avec le gâtillier. D'ailleurs, j'en parle dans le bouquin en disant, voilà, le gâtillier, je pourrais pas vous en dire beaucoup plus. En fait, alors, j'aime pas le gâtillier dans le cadre du SOPK, surtout. Après, dans le cadre du SPM, etc., moi, j'estime qu'il y a d'autres choses avant d'en arriver là. Le gâtillier a une action hypophysaire. C'est un peu comme la pilule, hein. La pilule, elle agit ici. Donc pour moi, ça fait partie un peu de l'artillerie lourde. En tout cas, c'est ce qu'on dit du gâtillier, parce que pareil, sur les plantes, tout n'est pas prouvé, parce que comme c'est des produits qu'on ne peut pas breveter, bon, il y a des études, mais on n'a pas tout ce qu'on voudrait comme études. Donc des fois, on fait des suppositions aussi. C'est pour ça que je parle au conditionnel. Mais le gâtillier, alors c'est une plante, certes, qui est très efficace, mais, euh, mais moi, je ne suis pas hyper à l'aise avec. Euh, En fait, pour rien vous cacher, j'ai eu plusieurs consultantes qui en ont pris avant de me voir. Et il y a eu un point commun chez ces consultantes, c'est qu'on a retrouvé des adénomes hypophysaires, c'est-à-dire des tumeurs bénignes au niveau de l'hypophyse. Et quand on sait, entre guillemets, on suppose un peu le mode d'action, bah moi je me dis, est-ce que ça pourrait pas justement contribuer à développer ces adénomes hypophysaires? Est-ce que ce serait pas la cause quand on l'utilise sur une trop longue durée, sur un terrain particulier? Donc je suis pas du tout à l'aise avec cette plante. Donc du coup, je la recommande pas. Moi, j'estime qu'on peut d'abord passer par des progestérones-like comme l'alchimie, l'achillée, etc., qui vont agir. Et voilà, et du coup, plutôt que d'aller sur le bazooka qui est pour moi le gâtillier, quoi. Voilà. Donc, alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Qu'est-ce que je vois? Alors, il y a quelqu'un qui posait. Il y a quelque chose qui te fait rire? Non, parce que je vois qu'on m'appelait Caroline, du coup, ça me fait rire. Alors, pour rappeler, je m'appelle Coralie, non pas Caroline, mais du coup, j'ai des petites blagues des fois qui viennent comme ça sur les lives. Voilà, c'était juste, du coup, je rigolais pour ça. Ouais, mais c'est de ma faute. Après, j'ai pas étiqueté non plus le. T'inquiète pas, Céline, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut peut-être en prendre une ou deux encore. J'essaie de remonter un petit peu dans les questions. Hop. Alors, tac, tac, tac. Si t'en vois, n'hésite pas à me dire Regardez. qui te parle. Parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup, beaucoup. Après, on a parlé de pas mal de choses. Il y en a une qui peut être intéressante. Là, je vois le lien entre hypothyroïdie, carence en iode. Oui, là, il y a un lien. Et le SIBO. Alors souvent, oui, effectivement, on voit quand même, en général, hein, sur le SIBO, on voit en général sur le SIBO des personnes qui sont quand même atteintes d'hypothyroïdie ou des personnes qui sont diagnostiquées hypothyroïdie et qui ont du SIBO. L'un ne va pas sans l'autre en général, ou en tout cas, c'est pas parce que vous avez d'hypothyroïdie qu'il y a un SIBO, mais en général, on voit des problématiques de digestion. Transit ralenti, constipation, ce sont des choses qu'on va voir. Déjà, il faut bien savoir aussi que s'il y a l'hypothyroïdie, ça veut dire qu'il y a un estomac qui ne fonctionne pas bien. Donc, on vient au niveau du tube digestif, il faut voir si vous avez assez un acide chlorhydrique qui soit fort pour digérer. S'il n'y a pas cet acide chlorhydrique fort, eh bien, du coup, il y a une mauvaise assimilation. Derrière, les fonctions thyroïdiennes, pardon, la T3 et la T4 ne sont pas bien converties. Et donc, du coup, on s'expose aussi à un ralentissement, à une thyroïde qui fonctionne pas bien. Alors, on peut le voir sur les analyses de sang. Et là, moi, je conseille vivement, c'est d'aller voir votre médecin et de faire un bilan poussé thyroïdien, juste pas la TSH, mais d'aller voir voilà, la T3, T4 et les antifacteurs pour voir si tout fonctionne déjà au niveau thyroïde. Parce que souvent, on a des... Moi, je vois en consultation, souvent, j'ai des personnes qui me disent, oui, je pense que j'ai une hypothyroïdie, mais sans avoir fait d'analyse sanguine. C'est quand même toujours bien de recouper les symptômes avec des tests ou avec des analyses sanguines, comme disait Céline, les tests sont quand même très bien. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est de recouper les deux. Parce que des fois, on peut avoir un bilan sanguin qui est nickel. Par contre, on a des symptômes et des fois un bilan sanguin qui est pas tip-top et on n'a pas de symptômes. Donc, c'est quand même bien de recouper les deux et de travailler sur ça. Sur le SIBO, je vais faire un petit aparté. En général, on voit effectivement, comme je disais, 50% des gens qui ont du SIBO ont eu recours à des IPP. Donc, il y a la première cause sur le SIBO, c'est utilisation d'antibiotiques à répétition.
plus un estomac qui ne fonctionne pas bien et où il n'y a pas assez d'acide chlorhydrique, pardon. Donc là, encore une fois, si vous n'avez pas assez d'acide chlorhydrique, pas de désinfection, je mets des guillemets parce que c'est pas de l'eau de Javel non plus, mais il n'y a pas de désinfection au niveau de votre tube digestif et donc il y a une prolifération bactérienne qui intervient au niveau de l'intestin grêle. Normalement, vous n'êtes pas censé avoir une prolifération bactérienne. Cette prolifération bactérienne va prendre le contrôle de votre intestin grêle, mauvaise assimilation. Vous allez avoir des carences en fer, carences en B12, carences dans les groupes de vitamine B également. Vous allez vous exposer aussi des fois à de la dépression, alors que vous n'êtes pas du tout dépressif. Donc, c'est pour ça que ça va être important, encore une fois, de bien traiter au niveau de la partie alimentaire. Et dans le SIBO, il y a des tests aussi à faire pour voir si vous êtes vraiment porteur du SIBO, enfin si vous avez vraiment le SIBO, parce que là, encore une fois, il y a aussi des vrais faux ou des faux vrais. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, par rapport aux études qu'on voit et des théories, moi je le vois, peut-être que toi aussi, Céline, on te dit, j'ai la sensation d'avoir un SIBO. Alors qu'en fait, quand je regarde au niveau des symptômes, il y a des ballonnements, un peu de ventre gonflé. Et c'est pas parce que vous avez des ballonnements et du ventre gonflé que vous avez un SIBO. Le SIBO, on va avoir un signe qui est très très révélateur. C'est quand vous êtes sous antibiotiques, vous avez une nette amélioration au niveau de vos symptômes, première chose. Et si vous prenez des probiotiques, ça ne va pas du tout. Ça, ce sont deux signes qui montrent effectivement qu'il peut y avoir un SIBO qui est chez vous. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, du coup, je me suis peut-être un peu emballée. Non, non, tout à fait. Très bien. Et pour une personne qui nous demande comment savoir si on souffre d'hypochloridrie, c'est le fameux test du bicarbonate. Je pense que tu le préconises aussi, hein, mais Absolument, le test au bicarbonate, c'est très simple. Vous prenez du bicarbonate alimentaire, une demi-cuillère à café en général dans un verre d'eau. Vous lancez déjà à jeun, vous mangez pas le matin. Vous lancez un chronomètre, vous buvez la boisson, pardon, vous lancez un chronomètre. Si vous avez, en fait, la réaction chimique entre l'acide chlorhydrique et le bicarbonate va vous faire un RAW, un ou plusieurs RAW. Si dans les 2 à 3 minutes, vous avez une éructation, ça veut dire que vous avez un acide chlorhydrique qui est assez fort. Donc ça, c'est bien. Si on passe au-delà des 3, 5, parfois des 10, 15 minutes, en général, c'est que vous avez ce qu'on appelle une hypochloridrie, donc l'acide chlorhydrique n'est pas assez fort au niveau de votre estomac. Ce que je vous invite à faire, c'est de faire le test une fois sur, par exemple, cette semaine et de le renouveler 15 jours après pour faire une moyenne. Je vous conseille de ne pas trop faire ce test parce que le bicarbonate peut vous irriter au niveau de la sphère de l'estomac. Donc, juste de faire peut-être 2 fois, 3 fois éventuellement, mais de faire une moyenne entre les différents tests au bicarbonate que vous allez faire. Et donc là, vous allez avoir à peu près une vision de ce qui se passe au niveau de votre estomac. Et les signes de l'hypochloridrie, on retrouve une très mauvaise digestion, sensation vous mangez votre plat, vous êtes tout de suite à saturation, alors que des fois, vous n'avez même pas mangé la moitié de votre plat. Ça va être des signes où on voit effectivement dans l'hypochloridrie. Et une mauvaise aussi digestion au niveau des protéines animales, donc protéines végétales. On voit beaucoup cette sensation de stagnation, que ça reste sur l'estomac, que ça passe pas dans l'état du dessous, mauvaise assimilation. Ce sont des signes qui reviennent beaucoup dans l'hypochloridrie. Et du coup, ça, c'est vraiment important de le dire parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui sont en hypochloridrie et qui pourtant sont sous IPP. Et du coup, c'est un drame parce que on empire les choses. Et je me souviens que j'avais fait une formation avec des médecins et on était plusieurs à savoir ce truc-là. Et quand on en a parlé, parce qu'on était venu à parler de ces IPP, je me souviens qu'ils nous avaient regardé avec des yeux comme ça. Et là, il y avait une prise de conscience chez quelqu'un qui disait, mais en fait, ça fait 10 ans que je donne des IPP à mon patient, donc vous êtes en train de me dire qu'au final, oui, vous aggravez le problème, en fait. Et effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, normalement, une prise d'IPP, elle est circonscrite, entre guillemets. Et surtout, voilà, c'est pas quelque chose qu'on doit prendre ad vitam aeternam. Et surtout, au-delà de ça, il faut travailler sur la cause derrière. C'est-à-dire, c'est rien de vouloir traiter le symptôme, mais encore une fois, pourquoi il y a une hyper ou une hypochloridrie. Il y a pas mal de choses qui l'expliquent et nous, on a aussi des outils. Et c'est là où, effectivement, on se complète. Et je sais que toi, tu es dans le même esprit que moi, c'est-à-dire qu'on n'est pas des anti-médecines, des anti-médicaments, mais on estime qu'à un moment donné, le traitement, c'est bien, mais aller chercher la cause, c'est mieux. Et la cause, souvent, elle est dans l'hygiène de vie, une alimentation qui n'est pas adaptée, des facteurs de stress, l'environnement, enfin voilà, il y a énormément de choses. Et encore une fois, ça nécessite de l'investissement
qu'on y passe un peu de temps. Mais sincèrement, au bout de quelques semaines et de quelques mois, on a vraiment des améliorations qui sont très sensibles. Moi, je l'ai eu sur l'endométriose, sur le SOPK, sur la ménopause, sur les troubles du cycle. Toi, je sais que tu as des preuves aussi tous les jours que tes accompagnements fonctionnent. Et voilà, et donc après, je sais que tout le monde ne va pas être en capacité de s'investir dans ce type de démarche. Hein, mais, Ouais, absolument. Je vais juste rebondir, Céline, sur ce que tu disais sur l'hypochloridrie et par rapport à ce que tu disais qui est très intéressant, c'est en France, on a encore un petit peu cette vision où tu disais on a mal à l'estomac, on donne des IPP et ça va même au-delà, c'est-à-dire que là, dans l'étude scientifique que je lisais, ils avaient deux groupes. Un groupe où il y avait des brûlures d'estomac, où ils ont donné des IPP pendant, c'était 3 mois, et un autre groupe test qui n'avait pas de problématique d'estomac, qui ils ont donné des IPP. Et à la fin de l'étude, ils se sont aperçus que les personnes qui n'avaient pas de problématique d'estomac devenaient dépendants en fait, du médicament parce qu'en fait, sans les IPP, ils commençaient à avoir, enfin, ils avaient des brûlures d'estomac. 50% du groupe qui n'avait pas de brûlure ont eu des brûlures à la suite des traitements d'IPP. Et le gros problème, hein, je suis pas là pour critiquer ou dire c'est pas bien, etc. Parce que je sais qu'il y a des gens qui prennent des IPP. Le gros problème déjà, c'est qu'il y a un manque de suivi dans ce type de médicaments. On renouvelle, on renouvelle, on renouvelle. Pour moi, c'est pas la bonne chose. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un arrêt des IPP quand vous faites accompagner par un médecin et un naturopathe. C'est très long, enfin c'est très long, c'est long. Il faut être patient et comme disait Céline, il faut poser des actions. Et souvent, c'est pas juste je pose une action aujourd'hui et je vais voir des résultats. C'est des actions tous les jours. Des fois, c'est long, ça met du temps, mais ça en vaut vraiment la peine. Surtout quand vous gagnez au niveau de la vitalité, que vous avez moins de symptômes, que vous vous sentez nettement mieux. Bah, du coup, c'est de l'investissement qui est tout bénéfique. Et c'est vrai que souvent, en fait, on se rend pas compte quand on jouit de notre santé, que on peut faire tout ce qu'on veut, le sport, qu'on dort bien, que tout va bien. On se rend pas compte à quel point notre corps, en fait, enfin, notre santé, c'est la chose la plus importante. Une fois qu'on a des symptômes, c'est là où on se rend compte, on se dit, mince, mais avant, en fait, je me sentais mais tellement bien, j'avais de la chance, je pouvais sortir, je pouvais faire du sport, j'étais pas stressée, etc. Et c'est vrai que souvent, on est humain et on attend d'avoir le symptôme pour agir sur notre santé. Et souvent, hein, c'est comme ça. Hein. Mm. Donc, il y a des choses à faire. En tout cas, voilà, en naturopathie, il y a énormément de choses qu'on peut faire. On est encore qu'au début, j'ai envie de dire, même si Céline, ça fait maintenant 4 ans, ça fait peut-être un peu plus, même Ouais, 4, non, non, 5 ans. comme toi. Comme 4 ans maintenant qu'on est dans la spécialisation. Et donc, c'est vrai qu'on a eu l'opportunité de voir beaucoup de personnes et aussi de monter rapidement en compétence, si je puis dire. Parce que du coup, vraiment en se concentrant sur des problématiques particulières, en fait, on le voit vite et on fait vite aussi le lien. On voit vite ce qui se passe et où est-ce qu'il faut agir. Tout à fait. Donc, alors, je vois l'heure qui tourne. Du coup, on va devoir effectivement couper. Ont effectivement envie de profiter de leur soirée, mais c'est passé à une vitesse hyper rapide. J'espère qu'en tout cas, voilà, ce live vous aura plu et on avait plein de choses à vous dire. Il y avait plein de choses qu'on n'a pas encore eu le temps de vous dire non plus. Donc peut-être qu'on fera un épisode 2. N'hésitez pas à nous le dire si effectivement vous souhaitez qu'on réintervienne toutes les deux. Mais l'idée, c'est vraiment de vous faire comprendre que nous sommes un tout et qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui commencent dans l'intestin, et notamment les problématiques hormonales aussi, même si ça paraît vraiment très éloigné. Voilà, c'est vraiment important, et du coup, de prendre soin effectivement de votre assiette, de votre microbiote, de votre gestion du stress, de tout ça. Tout ça, on a exactement les mêmes piliers en fait, donc c'est vraiment important, encore une fois, d'avoir cette approche holistique et complémentaire. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Céline pour ton invitation. Je pense qu'on sera une petite partie numéro 2 parce qu'on a eu tellement de questions qu'on n'a pas pu traiter, et on a encore tellement de sujets à aborder. En tout cas, moi, j'étais ravie de retrouver tout le monde en live, te retrouver toi. C'est vraiment super, très bel échange. Merci pour votre énergie de ce soir. Merci pour tous les petits cœurs. Moi, j'adore à chaque fois dans les lives Instagram, c'est quand les gens cliquent sur le cœur et qu'il y a plein de cœurs. Je trouve ça génial. Donc, si vous pouvez envoyer plein de cœurs, j'adore ça. Je trouve ça trop. Voilà, c'est une petite. Souris, c'est de l'énergie qu'on prend. Et puis, il y avait plein de messages sympas. J'ai vu qu'il y avait Anne qui était connectée aussi. Enfin, il y avait plein de copines. Donc, merci beaucoup. Ouais, super énergie. Merci encore à toutes et à tous. Je poste le live tout de suite en replay. Et puis, n'hésitez pas à venir nous dire sous le post si vous souhaitez un épisode 2. Et auquel cas, on essaiera de se prévoir ça. Voilà. Belle soirée, Ali. Belle soirée à tout le monde. Merci Céline. À bientôt. Bye bye. À bientôt.